Bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, la corruption, ennemi numéro 1 des économies africaines, elle fait perdre chaque année 148 milliards de dollars au continent. Le président Macky Sall veut prendre le mal par la racine en s'attaquant à ce qu'il considère comme des privilégiés. En politique, rien ne va plus entre le secrétariat exécutif national de l'APR et le médiateur de la République. Le SEN accuse Maître Alioune Badara Cissé d'avoir violé son devoir de réserve à travers ses sorties médiatiques. Décryptage à suivre dans cette édition. Pèlerinage à la Mecque, le package maintenu à 2 600 000 francs CFA. Cette année, le Hajj va durer 24 jours avec seulement 47 accompagnateurs, chiffre révélé par la délégation générale au pèlerinage qui a répondu aux attaques des voyagistes privés. Célébration de la journée nationale des sapeurs-pompiers à Diourbel. Les populations saluent l'engagement et le professionnalisme des soldats du feu qui malheureusement sont sous-équipés. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. 10 ressortissants sénégalais disparus au large de l'Algérie après le chavirement de leur pirogue. Une des victimes est originaire de Mbour. Son nom, Kabirou Dieng, âgé de 25 ans. Ce jeune n'avait pas informé ses parents de son désir de regagner l'Europe. Voici le reportage de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. La désolation dans la famille Dieng au quartier Escale. Elle vient de perdre un des leurs. Kabirou Dieng a perdu la vie en pleine mer. Le jeune homme voulait se rendre en Espagne. Il laisse derrière lui une maman meurtrie. On ne peut rien contre la volonté divine. C'est un enfant qui m'aimait. Il pensait toujours à moi. Il était préoccupé par ma santé, par ma situation. Et d'ailleurs, il me disait souvent, maman, je vais tout faire pour t'aider. D'ailleurs, lorsqu'il avait décidé de voyager, il m'a dit, maman, je pars en Mauritanie. Et je lui ai dit, tu as ma bénédiction. Son grand frère avait aussi ses nouvelles, son visage triste. Il explique ce qui a poussé son frère à prendre les pirogues pour se rendre en Europe. Je pense qu'il est influencé par ses amis qui sont passés par la mer et qui ont réussi à arriver en Espagne parce qu'ils se parlent souvent sur WhatsApp et autres. Il n'arrête pas de lui dire, écoute, c'est facile, c'est pas compliqué, tout ce que les gens racontent c'est du n'importe quoi. Entre le Maroc et l'Espagne, c'est 45 minutes ou 1 heure de temps. Donc il a cru à ça, il a essayé et il a échoué. Dans ce chavirement de pirogue au large des côtes algériennes, il y a eu 10 morts, 12 portés disparus et 16 rescapés. Chaque année, l'Afrique perd 148 milliards de dollars à cause de la corruption. C'est ce qu'on a appris cet après-midi lors de l'Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Le président Macky Sall, qui veut s'attaquer aux privilégiés, appelle à une conjugaison des efforts pour vaincre la corruption. Compte rendu par Farah Nying, Younous Diatta. La corruption pompe l'économie africaine. Chaque année, le continent perd plus de 148 milliards de dollars à cause de ce fléau. La corruption, une pratique très néfaste à combattre. La corruption, la concussion et la fraude s'installent en véritable système de gestion d'État. On donne ou on exige de l'argent pour chaque service demandé ou rendu, même si vous êtes dans vos droits. L'Afrique qui subit des pertes estimées à hauteur de 148 milliards de dollars par an des faits de corruption assiste impuissante à la dilapidation de ses richesses à cause des comportements civiques de ses fils. Et pour lutter efficacement contre la corruption, il faut nécessairement une synergie d'action entre les institutions. Le thème de la corruption qui nous réunit aujourd'hui et qui rythmera nos échanges tout au long de ces deux journées demeure une réelle préoccupation pour l'Afrique. La corruption est en effet l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont initié une série de réformes qui illustrent, s'il en était encore besoin, les avancées significatives que nous avons enregistrées en matière de transparence au Sénégal.
Le président de la République ajoute que cette lutte doit être commune. Nous n'avons d'autre choix que de conjuguer nos efforts et mutualiser nos moyens pour vaincre la corruption qui, du reste, n'est pas une fatalité. Que partout où des mécanismes solides ont été érigés, la corruption a baissé. Donc il faut se donner les moyens. Évidemment, ce n'est pas simple. Lutter contre la corruption, c'est lutter contre des privilégiés. Qui ont les mécanismes, qui peuvent payer des avocats très chers, qui peuvent payer des cabinets de communication, qui peuvent créer des situations difficiles. L'Association des autorités anticorruption d'Afrique a chargé le président d'être leur interprète auprès de ses pairs de l'Union africaine. Une mission que le président a acceptée pour défendre la taxe anticorruption. Les amis de Khalifa Sall et de Barthélémy Diaz ont encore remis ça cet après-midi. Ils ont organisé une marche pour demander la libération des maires de Dakar et de Mermoz Sacré-Cœur qu'ils considèrent comme étant des détenus politiques. Compte rendu Habib Faye Youssou Baro. Leur cri de cœur. Voilà ce que réclament les partisans de Khalifa Ababacar Sall et de Barthélémy Diaz. Ça fait partie du plan d'action pour libérer Khalifa Sall. Tant que Khalifa et Barthélémy seront en prison, nous ne menons aucun effort pour les libérer. Nous sommes dans un pays de démocratie et nous voulons que la démocratie ne soit pas tuée dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous marcherons autant de fois pour exiger la libération des détenus politiques. La deuxième marche, initiée par le Rassemblement pour la solidarité et l'unité pour la République, rassure. Et cette étape de la RTS ici, rond-point Gibraltar, n'est que la deuxième étape pour encore avertir Macky Sall et lui dire nous en avons assez des dérives, nous en avons assez de l'instrumentalisation de la justice. Il prévoit la semaine prochaine un autre rassemblement pour exiger la libération de leurs camarades. La prochaine étape, ce sera au niveau de la place de l'Indépendance. C'est là-bas que nous allons organiser un grand rassemblement pour dire stop à toutes les dérives du président, mais surtout exiger la libération de Barthélémy Diaz, qui n'est qu'un prisonnier politique. Du rond-point de la RTS au rond-point Gibraltar, ils ont brandi des pancartes et arboré des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Les partisans de Khalifa Ababacar Sall et de Barthélémy Diaz ne comptent pas s'arrêter là. C'est également un des titres de cette édition, le secrétariat exécutif national de l'APR qui n'apprécie pas du tout les sorties médiatiques de Maître Alioune Badara Cissé. Cette instance du parti au pouvoir demande au médiateur de la République de respecter son devoir de réserve ou quitter ses fonctions. Alors, question, qu'est-ce qui est permis et ou autorisé à un médiateur de la République? Réponse dans ce sujet signé Ibou Diouf et Pape Sangone Baye. Autorité indépendante, le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans. Il a une mission d'apaisement du climat social et un rôle de promotion des droits de l'homme. Un médiateur, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter sa contribution dans le règlement de conflits. Comme l'indique le terme, médiateur en latin, medius, c'est être au milieu. Donc c'est quelqu'un qui est en position pour jouer le rôle de facilitateur dans le règlement d'un différend. Donc le médiateur doit être crédible, doit être discret, doit être bien informé, donc il doit avoir ses réseaux. Le médiateur de la République intervient en cas de conflit avec cette mission qui est de veiller à la bonne adéquation entre le fonctionnement de l'administration et le droit des citoyens. Les textes ont été très clairs. Il y a des choses sur lesquelles le médiateur est compétent, il y a d'autres sur lesquelles il peut s'appuyer sur d'autres structures. Moi je me rappelle qu'il y a eu des conflits qui ont été portés à la médiature de la République et il a eu à l'époque à demander qu'on s'adresse aux médiateurs de l'université. Il y a eu des conflits par exemple entre les militaires et les civils à l'université de Dakar. Certains dossiers
sont parvenus. Il y a des situations comme ça. Même si le médiateur de la République dispose d'un certain pouvoir, cette institution est souvent rattrapée par le passé politique, une situation qui rend plus complexe sa mission. Le problème, c'est de savoir, à partir du moment où vous êtes nommé pour cette fonction, est-ce que vous prenez vos responsabilités? Il y a des choses que vous faisiez que vous ne pouvez plus faire. A priori, je pense que ce n'est pas gênant le fait d'avoir été militant de parti, d'avoir été dans une confrérie, le fait d'avoir été dans telle ou telle position. Ça peut être un handicap au départ, mais ce qui est important, c'est ce que vous faites au jour le jour. Il faut savoir arrêter au bon moment. Si ceux qui vous ont mis en place n'ont pas confiance, vous pouvez partir. Le médiateur de la République reste une institution clé dans le fonctionnement des affaires de la cité. Malgré les jugements et autres critiques, il reçoit les plaintes et complaintes des institutions de l'État, des collectivités et des citoyens. L'objectif final est d'arriver à un climat social apaisé. Le docteur en sciences politiques Serigne Saliou Samb est persuadé que cette mise en garde du sein de l'Alliance pour la République ne fera pas reculer Maître ABC, alors que pour le journaliste Momar Diong, ces remous à l'APR résultent des choix du président de la République lors de la mise en place des pôles. C'est un sujet signé Alassane Ba et Mohamed Dien. Ce communiqué ne va pas l'arrêter. C'est l'avis du politologue Serigne Saliou Samb, un avertissement du secrétariat exécutif national de l'APR au médiateur de la République. L'homme est libre, l'homme est courageux et l'homme est déterminé. Et ce n'est pas par le biais de communiqués, et bien même par d'autres mesures coercitives que l'appareil de l'APR va parvenir quand même à réduire Alioune Badara Cissé au silence. Moi, je pense que des communiqués comme celui qu'on a vu émanant du secrétariat exécutif national sont de nature à braquer davantage ces personnes-là. Pour Momar Diong, à 10 mois de la présidentielle, la crise au sein du parti au pouvoir est compréhensible. Les choses sérieuses ont commencé. Au-delà de l'élection présidentielle, il se pose aussi le problème de sa succession. Vous comprendrez que quelqu'un qui occupait les fonctions de coordonnateur national de l'APR, vous comprendrez qu'il soit un peu déçu et frustré de ce qui s'est passé par la suite. Après avoir été limogé du gouvernement, il est resté longtemps sans fonction. On peut comprendre qu'un homme comme ça, au moment où se joue la réélection du président Macky Sall et au moment où beaucoup de responsables se projettent pour sa succession, puisse être déçu et tenir un certain nombre de propos. Si jamais on l'exclut pour ses opinions et ses idées, cela montrerait qu'au sein de l'APR, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction, on n'accepte pas la critique. D'autre part, cela affaiblirait le parti à la veille d'élections cruciales. Je ne crois pas que le président de la République, qui se trouve dans une logique d'additionner ses forces, puisse être amené à se séparer d'un certain nombre de compagnons, surtout ceux qui étaient là aux premières heures. ABC, médiateur de la République, un poste qui ne l'arrange pas, lui qui a une certaine liberté de ton, Serigne Saliou Samb le voit ainsi. Quelqu'un qui est médiateur de la République, on lui demande d'observer une certaine obligation de réserve. Le président Macky Sall et ses alliés, en tout cas ses amis de la paix, ont voulu le réduire au silence en le cantonnant à ce poste. Et je crois qu'actuellement, Alioune Badara Cissé a flairé et a compris quand même. Jusqu'où le sein de l'APR va-t-il aller après son communiqué? Quelle attitude vont adopter le chef de file de l'APR, Macky Sall et Alioune Badara Cissé? Quelques interrogations qui suscitent réflexion. 700 000 Sénégalais victimes de l'insécurité alimentaire selon le PAM. Le Programme alimentaire mondial lance du coup un appel d'urgence pour la mobilisation de fonds permettant de lutter contre ce phénomène. Abdou Dien est le directeur pour l'Afrique de l'Ouest du PAM, interrogé par Dissa Prera et Mohamed Dien. Pour revenir au cas spécifique du Sénégal, ces études, à partir du cadre harmonisé, indiquent que 750 000 personnes vont avoir besoin d'assistance. Et ces personnes sont localisées dans la partie nord du Sénégal, dans les régions de Matam et de Podor particulièrement. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a déjà pris, comme on dit, les choses en main. Et nous, en tant que Programme alimentaire mondial, nous estimons pouvoir certainement aider aux alentours de 150 000 personnes parmi les 750 000. Le reste, le gouvernement
a déjà un plan de réponse pour venir en aide ou en aliments, particulièrement pour les enfants, ou alors en termes de cash pour leur permettre d'accéder aux aliments dont ces populations ont besoin pendant cette période de soudure. Voilà un peu pour le cas du Sénégal. L'actualité, c'est également la célébration aujourd'hui de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Malgré leur engagement et leur professionnalisme dont ils font montre, les éléments des sapeurs-pompiers de la région de Diourbel sont sous-équipés et ne sont pas capables d'être présents lorsqu'ils sont sollicités. C'est un sujet signé Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Un seul reproche, mais partagé de tous, les sapeurs-pompiers ne sont pas toujours prompts dans leur intervention. Cela à cause d'un facteur clé dans le dispositif des secours. Ici à Ngoï, on a énormément descendu, mais malheureusement, si on les appelle, ils viennent, mais ils arrivent, ils tardent chaque jour à venir. Ce qui pose d'énormément de dégâts là-bas, ici à Ngoï. Vraiment, c'est quelque chose qui est déplorable. Certainement, c'est à cause de leur manque de moyens, certainement, peut-être. Parce que des fois, on les appelle, mais ils disent qu'ils n'ont pas de moyens de transport, par exemple. Les sapeurs-pompiers ne sont pas partout présents. Leur intervention dans les zones les plus reculées est parfois synonyme de perte de temps. Nous pouvons même les remercier. Ils sont braves et consciencieux. Mais leurs interventions posent parfois problème, puisque pour beaucoup, c'est rare qu'ils arrivent à temps dans les lieux du sinistre, du fait parfois du manque de matériel et de l'enclavement de certaines localités. Du coup, il faut réfléchir sur comment améliorer leur service. Par exemple, quand il s'était agi de l'incendie de N'Djamsilpey, le véhicule a tout fait 40 km pour... Aujourd'hui, face à l'enclavement de certaines localités, mais aussi la précarité de certaines routes, une seule alternative s'impose, l'installation de casernes de proximité. Je pense que pour aider les populations à bénéficier de l'intervention des soldats du feu, ce qu'il faut faire, c'est de créer des casernes de proximité. Si ça ne peut pas être pour chaque commune, que nous les ayons dans les arrondissements, au moins ça pourra amoindrir les dégâts. Ils sont très professionnels dans l'exercice de leur métier, mais sous-équipés. Ils ne sont pas non plus partout présents. Leur zone de couverture est très faible. Direction Thiès, où les enseignants affectés dans les écoles pour handicapés sont en colère parce que leurs conditions de travail sont jugées très difficiles. Pour plus de détails, nous écoutons Souleymane Gueye, il est le secrétaire du syndicat national regroupant ces enseignants. Ses propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Chaque année, nous venons ici célébrer la fête du 1er mai. Mais cette année, il y a une particularité parce qu'au mois d'avril passé, nous avons reçu notre récépissé national. C'est un syndicat qui regroupe les centres Talib Dabo, Verbatonal, CDFI et les centres Aminata Mbaye et INEFJA. Tous les centres spécialisés d'aveugles et pour aveugles, des sourds-muets, handicapés moteurs, malentendants, sourds, déficients mentaux, et tout ce personnel-là fait partie du syndicat. Les syndicats classiques ne prenaient pas en compte nos revendications. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le SUTEF, le syndicat unique des enseignants et travailleurs pour la personne handicapée. Alors, comme revendication, cette année, nous avons dit, par exemple, par rapport à l'indemnité que nous recevons par rapport à notre spécialité de braille, nous voyons que c'est une indemnité minime. Nous demandons à l'État pour que l'État puisse rehausser cette indemnité. Nous demandons aussi que la fonction de l'enseignant spécialisé soit revalorisée. Mais dans l'INEFJA et dans nos centres spécialisés, il y a des travailleurs, des contractuels qui ont un salaire très, très dérisoire. Nous demandons à ce qu'ils soient recrutés dans la fonction publique pour qu'au moins demain, ils puissent construire, ils puissent faire des prêts comme tout le monde. Mais le salaire qu'ils reçoivent, c'est un salaire qui est très dérisoire. À Saint-Louis, beaucoup d'enfants naissent sans être déclarés à l'état civil. Caritas mène la sensibilisation à travers une marche qui a vu la participation de l'évêque de Saint-Louis, des parents d'élèves, mais aussi des acteurs de l'éducation. Nous suivons Agnès Seck, chargée de projet à Caritas Saint-Louis. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Seyla Tir. Je vais s'adresser beaucoup aux politiques, aux institutionnels et aux leaders communautaires qui sont chargés de relayer le message. Parce que nous nous sommes rendus compte en cours d'activité
dans le département surtout, que beaucoup de parents n'inscrivent pas leur enfant à l'état civil, peut-être faute de moyens, mais la raison fondamentale était qu'ils n'étaient pas suffisamment informés des procédures ou qui se décourageaient facilement devant la lourdeur de la procédure. Effectivement, le constat a été fait que Saint-Louis, quand même, fait partie des régions les plus touchées par cette problématique. Maintenant, ce qu'il explique, c'est vrai que la première raison, c'est un regret, le premier constat. Les gens se disent que Saint-Louis, c'était la première capitale du Sénégal et capitale de l'AOF. Comment Saint-Louis a-t-il fait pour avoir été rattrapé ou pour être rattrapé par ces situations? Donc peut-être comme le disent les Saint-Louisiens, de Kouteranga, le phénomène. Donc les autorités, et peut-être là j'interpelle les maires des 5 localités, je pense qu'ils ont été rattrapés. Mais avec quand même les résultats que nous avons eus, les activités de formation, de sensibilisation, de mobilisation, ces autorités sont les premières à prendre à bras le corps ce projet. Les autorités en charge de l'hydraulique déterminées à régler le problème d'alimentation en eau de Dakar, c'est à travers la construction de forages, mais aussi de construction d'infrastructures dans la zone des Niayes. Annonce faite par le directeur général de la SONES en visite à Sébikotane. Reportage Ousseynou Thiam Bamba Sambo. Pour régler la lancinante question d'alimentation d'eau dans la région de Dakar, les responsables de la SONES ont engagé d'importants travaux à Kenyaïlo, Sangalkam et Bayakh. Venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de la SONES décerne son satisfait. Globalement, nous sommes satisfaits de cette visite où nous avons noté un taux d'avancement de près de 70% des travaux. L'objectif étant de renforcer l'alimentation en eau de Dakar, surtout à compter de cet été. Ça veut dire la pointe à venir pour la période de chaleur. Dakar, comme vous l'avez constaté, où nous notons une très forte demande et forcément nous avons l'obligation de réagir. Pour cet été, d'importants mètres cubes d'eau sont attendus selon le directeur de la SONES. Nous attendons en phase 1 15 000 mètres cubes jour et pour la phase 2, 15 autres 1000, ça fait 30 000. Compte tenu également des 20 000 mètres cubes que nous attendons sur le plateau de Tasset et les autres forages que nous avons réalisés ici à Sébikotane et au niveau des autres localités, notamment de Thiès, pour renforcer l'alimentation en eau des populations de Dakar à compter de cet été, Inch'Allah. De l'avis de ces responsables de la SONES, avec ces projets structurants en cours de réalisation, bientôt le problème d'alimentation en eau à Dakar sera un mauvais souvenir. Diamakuta, une commune du département de Bunkiling, est confrontée à de nombreuses difficultés. Pas d'eau potable dans cette localité ni d'électricité. À cela s'ajoute un système de santé malade. Nous suivons le reportage de Mambiram Diouf. L'eau, source de vie, à Diamakuta, l'adage y trouve tout son sens. Trouver le liquide précieux est un véritable casse-tête. Nous passons tout le temps à chercher le liquide précieux et c'est une situation qui nous fatigue tellement. L'unique forage de la localité tombe constamment en panne et une fois fonctionnel, chaque famille doit débourser 2000 francs CFA pour être servie. Chaque famille bénéficie à tour de rôle de l'eau, du forage et cela, vous imaginez, c'est tellement difficile. Nous demandons aux autorités d'agir pour régler définitivement ce problème. Diamakuta, situé dans le Kabada, département de Bunkiling, pour y accéder, il faut traverser le territoire gambien. Dans cette nouvelle commune où vivent 10 000 âmes, l'on vit dans le désarroi total. La structure sanitaire de la localité n'est pas adéquate et ça nous porte préjudice. Le docteur qui est là également n'est pas compétent et nous avons tous les problèmes pour vivre avec lui. Pour se soigner, les habitants sont obligés de se rendre en Gambie ou à Sédhiou. À Sédhiou, justement, où si l'on doit être évacué à bord de l'ambulance, il faut payer 25 000 francs CFA.
Disposer des médicaments relève d'un véritable parcours du combattant et même payer une ordonnance, cela également est très difficile pour certaines familles. Vous imaginez qu'on est obligé même des fois d'aller dans un autre pays comme la Gambie pour se soigner? Ces classes, les 12 des abris provisoires, la clôture de ce lycée érigé il y a 3 ans est en botte de paille, ne réunissant donc pas toutes les normes de sécurité. Ici, la grève des enseignants est ressentie fortement. Le lycée que vous voyez là manque de tout, pas de salle pédagogique, il n'existe que 4 bâtiments en dur. Vraiment, on doit régler toutes ces difficultés que nous rencontrons. Niamakuta laissée à elle-même une commune du sud du pays où on ne vit pas en toute commodité. Nous restons à Diamakuta où les responsables locaux de l'APR ont organisé un meeting pour réaffirmer leur volonté de satisfaire les doléances des populations mais aussi travailler à la réélection du président Macky Sall en 2019. Pour cela, nous écoutons Mohamed Gaïté qui est le président du conseil départemental de Bunkiling et Ahmed Sissé, leurs propos recueillis par Mambiram Diouf. Le président Macky Sall est quelqu'un qui sait bien écouter. Nous, à notre niveau, nous travaillerons pour démasquer ceux qui tentent de le détourner de l'essentiel. Il y a des conseils municipaux qui sont là et qui travaillent pour le parti et qui sont au service des populations et qui n'ont jamais reçu de sous. Toute personne qui parle au nom de l'APR, qui travaille comme le recommande le président Macky Sall et qui travaille également pour le département de Bunkiling, nous lui tendons la main et nous serons unis pour que le président Macky Sall puisse être réélu en 2019. Des échos maintenant de la Biennale de l'art africain contemporain, le Dakar 2018 qui s'est ouvert hier. Nos équipes se sont rendues à la Galerie nationale à la découverte du vernissage de l'expo d'un artiste, son nom Harry Benor Bassen, lauréat de la précédente édition. Il utilise le Wolof pour réaliser ses œuvres. Il s'inspire également de grands paroliers sénégalais comme Cheikh Moussa Ka et Maktar Seck. Reportage signé Fatidien et Modou Diop. Un groupe de 4 personnes à la Galerie nationale. Harry Benor Bassen est le chef d'équipe. Même si de prime abord, on peut penser que c'est... Il supervise le travail, vérifie les derniers détails. Nous sommes en train de faire la finition de notre exposition OFF. OFF, c'est les expos qui ont lieu à Dakar, en dehors de ce qu'on appelle l'Expo In. Voici l'ensemble de son œuvre. Une 40aine de pièces, le thème, la littérature. Je travaille un peu sur la littérature et ce que j'appelle moi une littérature picturale. C'est une peinture qui se fait essentiellement sur la base de l'écriture. Harry Benor véhicule un message assez particulier. Son originalité, l'utilisation de la langue Wolof à travers ses tableaux. Cheikh Moussa Ka, Gorgui Matar Seck, de grands hommes qui l'inspirent. Les écrits de Cheikh Moussa Ka me parlent beaucoup. Également les paroles de Matar Seck Mboro. C'est Moussa Ka. Alors je l'ai découvert à l'écran. Le montage terminé, les dernières directives données. Direction, une autre salle où une partie de son œuvre est exposée. Lauréat de la Biennale de 2016, l'artiste plasticien va exposer dans différents sites pour l'édition 2018.
Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la conférence de presse du délégué général au pèlerinage à la Mecque. Le maintien du package à 2 600 000 francs, c'est raisonnable et c'est ce qui est maintenu et va être respecté aux voyagistes privés qui reprochent aux membres de la délégation pour le pèlerinage de jouer aux gendarmes. Le professeur Abdou Aziz Kébé les invite à se conformer aux règles pour un pèlerinage, sans quoi que le pèlerinage de cette année va durer en tout et pour tout 24 jours et seulement 47 organisateurs vont être autorisés à accompagner les pèlerins. Le Sénégal a un quota de 12 860 dont 2 000 qui vont être convoyés par l'État du Sénégal. Déclaration faite par le délégué général au pèlerinage, le professeur Abdou Aziz Kébé, qui a fait face à la presse cet après-midi. Nous y reviendrons donc prochainement avec Adi Atala. En Ligue 1 sénégalais, c'est rare pour être souligné. L'US Ouakam bat NGB Niaritali 1-0 et enregistre du coup sa première victoire après 24 journées. Les Ouakamois sont premiers relégables, 3 points seulement avec bien sûr des matchs en retard. Le journaliste sportif Oumar Diarra avertit les prochains adversaires de l'USO, sujet signé par Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Baye. L'Union sportive de Ouakam arrache sa première victoire de la saison. Après 16 matchs disputés, le chroniqueur sportif parle d'événement. C'est un événement parce qu'attendre peut-être la 17e journée pour voir peut-être l'USO qui a été réadmise dans des conditions que nous tous nous connaissons pour gagner son premier match. Après au moins 13 défaites, 3 nuls et je me dis que quelque part ça ne pouvait pas ne pas intéresser tous les acteurs sportifs mais surtout tous les Sénégalais. Une nouvelle équipe plus dynamique et plus mature, mais peut-on parler d'éveil à ce stade? Ça peut l'être parce que quand j'ai entendu hier leur coach Lamine Dieng, qui est quand même quelqu'un qui est très connu dans ce milieu et qui a beaucoup d'atouts, qui a une certaine expérience à faire valoir, moi je me dis que ça peut être le réveil, ça peut être le déclic, mais ce ne sera pas facile compte tenu du fait qu'ils n'ont joué que 17 matchs alors que les autres peut-être en sont à 24 journées et il leur reste encore 10 à 11 matchs à jouer et des matchs importants surtout avec les équipes de Mbour. Ce succès enregistré après la levée de la suspension par le tribunal arbitral du sport, un autre tournant. Oumar Diarra appelle à la prudence. L'équipe qui avait l'habitude peut-être d'encaisser des buts, de dominer, mais d'encaisser, hier a mené à la 13e minute pour gérer son but, pour jouer presque 90 minutes sans pour autant en prendre. Je me dis que peut-être c'est quelque part, et quand j'ai entendu en même temps aussi le coach dire que les joueurs se sont retrouvés, ils sont parlé entre eux alors qu'ils n'étaient même pas là. Ils ont chassé tout le staff pour leur dire que maintenant c'est nous qui allons prendre en charge notre destin. C'est pourquoi je dis attention, il faudrait que les autres adversaires à venir puissent les prendre au sérieux. Prochain match, ce dimanche, l'US Ouakam reçoit la Linguère après sa réintégration. Une confrontation qui ne sera pas facile pour l'équipe adverse, prévient le chroniqueur sportif. Lutte avec frappe, les sanctions pécuniaires infligées aux lutteurs secouent l'arène sénégalaise. Guigui et Siteu en sont les dernières victimes. 950 000 francs CFA retenus sur le cachet du premier et 750 000 francs sur celui du second. Mais le président de l'association des amateurs prend la défense du CNG qui, selon lui, ne fait qu'appliquer le règlement d'Issa Prera Mordia. Balla Gaye 2, Ama Baldé, Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2, tous ces lutteurs sont passés à la trappe face au règlement établi par le comité national de gestion des sanctions pour avoir enfreint les règles. Ces sanctions ne sont pas le fruit du hasard, elles sont prévues par le règlement, donc il faut que tout le monde l'accepte. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ce règlement-là. Maintenant, pour le changer, il faut en discuter. L'alerte concernant les failles du règlement ont pourtant été lancées depuis longtemps de l'avis de Doudou Diagne Diécko. Le président des amateurs estime que le règlement pourrait être réformé pour mieux s'adapter au contexte. Mais Doudou Diagne Diécko estime également que la résolution de ce problème passe nécessairement par une large concertation
entre tous les acteurs de la lutte. Il faut qu'il y ait un bon règlement pour la lutte. Mais les lutteurs doivent enclencher une procédure normale, c'est-à-dire parler à qui de droit, le CNG et tous les autres acteurs pour voir cette situation. Mais ce n'est pas dans la rue ou dans les médias qu'on peut régler cette situation. Après certains ténors de l'arène, c'est au tour aujourd'hui de Cité et de Guigui de faire les frais de ce règlement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.